Nous commencerons ce journal par la tension grandissante entre les États-Unis et l'Iran. Oui, effectivement, durant la nuit, le président américain Donald Trump a affirmé que l'Iran dialoguait sérieusement avec les États-Unis, s'exprimant devant des journalistes dans son avion. Le président a émis l'espoir que Téhéran acceptera de négocier un accord qui sera, je cite, raisonnable. Quelques heures auparavant, le président américain avait reconnu que l'Iran négociait avec son administration, mais que les résultats de ces discussions n'étaient pas garantis. Nous verrons si nous pouvons parvenir à un accord, sinon nous envisagerons d'autres voies, a dit le président américain. Côté américain, justement, on a refusé de commenter la série d'explosions enregistrées hier dans plusieurs villes du sud de l'Iran. On affirme ne pas être impliqué. Le régime a parlé de fuite de gaz, mais les témoins sur place font état d'une présence accrue de forces de sécurité et d'une possible élimination de l'amiral de la marine des gardiens de la Révolution. Au sein de Tsahal, on estime qu'au bout du compte, Trump donnera l'ordre d'attaquer. Oui, mais on considère pour l'instant que les Américains ont besoin d'un délai supplémentaire pour réunir un maximum de forces dans le golfe Persique. La coordination entre Israël et les Américains reste extrêmement étroite et en Israël, on estime que les Américains préviendront Israël d'une attaque contre le régime iranien quelques heures avant qu'elle ne débute. Puis dans la bande de Gaza, c'est aujourd'hui que sera ouvert le poste de passage de Rafia. Oui, alors pour l'instant, ce poste sera ouvert dans les deux sens, uniquement pour les personnes et pas pour les marchandises. Plus précisément, seuls des Gazaouis pourront l'emprunter, mais pas, par exemple, des journalistes étrangers. Israël validera chaque liste de Gazaouis sortants. Les fonctionnaires qui géreront le poste de passage seront des Palestiniens gazaouis qui travailleront sous le contrôle d'une délégation de l'Union européenne. Quant aux Gazaouis qui voudront pénétrer dans la bande de Gaza, ils devront, après avoir passé le poste de Rafia, se rendre en autobus vers une base israélienne où ils devront se soumettre à une fouille corporelle afin de vérifier qu'ils ne sont pas armés. Et puis hier, Tsahal a lancé une série de frappes sur des positions du Hamas, en particulier dans la ville de Gaza. Oui, parmi les cibles frappées par Tsahal, un immeuble situé dans le quartier de Sheikh Radwan dans Gaza City et plusieurs dépôts d'armes et de munitions ont également été détruits au centre de la bande de Gaza. Plusieurs officiers du Hamas auraient été éliminés. Côté palestinien, on parle de 29 tués au sein de Tsahal. On affirme que ces frappes sont une riposte à l'assaut donné par 8 terroristes qui sont sortis vendredi d'un tunnel sous la ville de Rafia. 3 de ces terroristes avaient été neutralisés par les forces israéliennes. Le coordinateur de l'action du gouvernement pour les otages et les disparus, le général Gal Hirsch, a rejeté les accusations sur sa passivité durant la guerre. Oui, il a qualifié ces accusations de mensongères. Toutes ces balivernes sur le fait que, soi-disant, nous avons abandonné les otages à leur sort ne sont rien d'autre que de fausses accusations. Il faut souligner que la semaine dernière, à l'issue des obsèques de Ran Gvili, une partie des anciens otages ont salué le Premier ministre Gal Hirsch et les ont remerciés pour leur action en faveur de leur libération. L'opposition, ce sont surtout certaines familles d'otages et des militants de la gauche israélienne qui ont accusé le général Gal Hirsch de n'avoir rien fait pour libérer les otages. Le Likoud a très sévèrement critiqué hier le système juridique israélien. Oui, le grand parti de droite a accusé ce système juridique de tenter de destituer un gouvernement de droite par des moyens illégaux. Dans un communiqué, le Likoud a accusé le monde de la justice de se livrer à une véritable chasse aux sorcières contre les ministres du gouvernement Netanyahou. De manière plus spécifique, le message s'en prend au parquet, à la conseillère juridique du gouvernement et à la Cour suprême et les qualifie de deep state. Le Likoud cite de multiples exemples de cette conduite, comme par exemple le fait que le dossier judiciaire contre le fils de la conseillère juridique du gouvernement qui avait été accusé d'avoir volé un gilet pare-balles de l'armée israélienne. Ce dossier a été fermé sans véritable enquête de la part du parquet. Le fait que la Cour suprême ait gelé l'enquête du contrôleur de l'État sur les catastrophes du 7 octobre, c'était il y a un peu plus d'un mois. Et puis hier soir, s'est tenue une nouvelle manifestation au cœur de Tel Aviv, Daniel. Une manifestation effectivement, Kevin, qui ressemblait à s'y méprendre à celle des opposants à la réforme judiciaire ou à celle en faveur des otages, mais cette fois le message était tout à fait différent puisque le thème de la manifestation était la lutte contre la délinquance dans le secteur arabe israélien. Plusieurs milliers de juifs et d'arabes ont manifesté côte à côte et ont appelé le gouvernement Netanyahou à agir efficacement pour juguler ce fléau. Un fléau qui a assassiné 26 arabes israéliens même depuis le début de l'année 2026. Au cours de ce rassemblement, on a également rappelé que 252 arabes israéliens avaient été tués durant l'année 2025.
Et puis on termine sur une bonne nouvelle, Daniel, une bonne nouvelle pour l'économie israélienne. Oui, l'agence de notation Moody's a annoncé sa décision de relever les perspectives économiques pour l'État d'Israël. Ces perspectives étaient jusqu'à présent négatives et désormais elles sont stables. Ce classement confirme l'état très satisfaisant de l'économie israélienne même après 2 années de guerre. Une page météo pour compléter ce premier journal. Vous l'avez peut-être remarqué aussi, vous êtes sorti dehors ce matin. Eh bien, le temps est d'ailleurs d'abord très ensoleillé et puis il est très doux également, avec des températures presque estivales. Jugez plutôt, il fera aujourd'hui 25 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et également 26 à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gilles Darmon. Gilles, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Damien. Merci d'être avec nous ce matin. J'aurais tendance à dire que c'est presque un rendez-vous incontournable avec vous et après la publication chaque année au mois de novembre du rapport de votre association La Tête sur la situation sociale en Israël, sur la pauvreté en Israël. Le Bitoach Leumi, le rapport du Bitoach Leumi a été rendu public à la fin de la semaine dernière et la constatation, elle est effrayante. On va dire près de 900 000 enfants israéliens vivent dans un état de pauvreté en Israël, n'ont pas accès à suffisamment de nourriture élémentaire. Un quart des enfants d'Israël qui souffrent de ce fléau. Comment on explique cela dans la réalité israélienne d'aujourd'hui, alors que, par exemple, aujourd'hui, on voit des données assez exceptionnelles pour l'économie israélienne? On l'explique de deux façons, Daniel. On l'explique d'abord par le fait que quand vous investissez si peu en dépenses sociales dans l'ensemble des dépenses de l'État, eh bien, ce sous-investissement, vous le rencontrez à un moment ou un autre, et c'est ce qu'on est en train de faire avec ce rapport sur la pauvreté. Puisque si on prend des pays comme le Danemark ou la moyenne de l'OCDE, Israël investit en dépenses sociales quasiment la moitié ou un petit peu plus. Et forcément, en bout de chaîne, on a ce chiffre incroyable de 2 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté selon le rapport du Bitoach Leumi, selon le rapport de l'assurance maladie israélienne. Je vous rappelle que nous sommes un pays de 10 millions d'habitants, c'est presque 28% de la population, en tout cas ça c'est les chiffres de la tête. Et bien écoutez, je crois que c'est en 2024, puisque c'est la date du rapport du Bitoach Leumi, avoir de tels chiffres, c'est quelque chose qui est inacceptable. Je dirais que quand nous nous sommes parlé la dernière fois en novembre, nous avons présenté les chiffres de l'insécurité alimentaire, qui sont des chiffres différents, qui montrait des résultats encore plus inquiétants, puisque nous étions à plus d'1 182 000 enfants vivant en situation d'insécurité alimentaire et plus de 867 000 familles vivant en situation d'insécurité alimentaire. Donc je crois qu'il y a des éléments concordants pour dire que la situation sociale en Israël a atteint un taux jamais inégalé. Je peux vous dire que ça fait plus de 30 ans qu'avec l'organisation La Tête, nous travaillons sur les sujets de pauvreté. Eh bien, effectivement, c'est le rapport le plus grave, en tout cas le plus terrible que nous ayons à commenter. Comme je vous le disais, je pense que c'est d'un côté le sous-investissement de l'État et de l'autre côté, bien évidemment, le coût de la vie que nous ressentons tous quand nous allons faire nos courses. Alors, on va revenir effectivement sur ces deux données, le sous-investissement de l'État en particulier, mais la question que l'on se pose... Où sont ces poches de pauvreté dans la réalité israélienne? Est-ce que ce sont toujours les villes de développement, le Negev, les villes comme Dimona, Ofakim, Yerouham, et puis même dans le nord, on parle beaucoup de Kiryat Shmona qui n'a pas retrouvé, on va dire, une forme de stabilité municipale depuis la guerre. Où on trouve cette pauvreté? Écoutez, ça fait plus d'une quinzaine d'années que les caractéristiques de la pauvreté en Israël n'ont pas évolué. On parle évidemment d'une périphérie sociale et géographique. Bien évidemment, plus vous vous éloignez du bassin d'emploi et plus vous allez trouver des poches de pauvreté à l'intérieur du pays. Bien évidemment que nous avons deux populations qui sont plus particulièrement touchées par la pauvreté, que sont la population des ultra-orthodoxes et la population arabe israélienne. Mais je dirais que c'est quelque chose qui se partage, qui est qu'une lecture transversale de la société israélienne. Je dirais que d'un côté, vous avez la part de la société israélienne qui a pris le train de la croissance, qui a pris le train de la high-tech, dans lequel on va se retrouver quand on voit les chiffres exceptionnels de la croissance de l'économie israélienne qui devrait dépasser les 5% en 2026.
eh bien, il y a une partie de la population qui se reconnaît dans cette Israël première catégorie, et malheureusement, ça fait plus de 15 ans, même un peu plus, je dirais aujourd'hui, que nous avons cette pauvreté qui est à un plateau. Vous avez chaque année un léger accroissement du taux de pauvreté, et c'est malheureusement quelque chose auquel on s'est habitué. Et moi, je voudrais poser la question de savoir pourquoi on est dans une telle situation, parce que la question de dire il n'y a pas suffisamment d'argent dans les caisses de l'État pour pouvoir mettre en place une politique efficace de lutte contre la pauvreté, eh bien c'est une réponse qui ne tient plus aujourd'hui. On a vu à l'image de ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi, que l'économie israélienne est capable d'affronter des augmentations des dépenses du budget extrêmement significatives sans pour autant remettre en cause les fondamentaux de l'économie israélienne. Eh bien, ce que nous demandons, nous, c'est aussi un plan d'urgence sur la question de la pauvreté en Israël, à l'identique de ce qui s'est passé au moment de la guerre. Je pense que nous sommes en train de gérer une deuxième guerre, qui est la guerre sociale, qui n'est pas moins dangereuse et qui ne représente pas moins un risque existentiel pour le pays. Alors, quelle est la réponse des responsables israéliens lorsque vous leur avancez cet argument, qui est effectivement un argument de poids? Il faut rappeler, la guerre a coûté près de 250 milliards de shekels à l'économie israélienne, et finalement, on voit que elle tient bien, l'économie israélienne. Donc, si on avait rajouté peut-être ne serait-ce qu'1 ou 2 milliards pour améliorer les conditions sociales en Israël, peut-être que ça aurait été également le cas. Et puis là, il y a même une perspective, on va dire, d'avenir par rapport au développement ou à la croissance également, n'est-ce pas? Absolument, mais je crois qu'il y a deux barrières qu'il faut réussir à faire tomber au sein de la façon dont l'État fonctionne. La première, c'est la barrière du département du budget au sein du ministère des Finances, qui fonctionne sur des dogmes économiques ultra-libéraux, qui ont donné certes des résultats, mais qui consciemment ont payé ce prix de la pauvreté. C'est-à-dire que à un moment ou un autre, on s'est dit oui, effectivement, on va produire de la pauvreté, mais le plus important, c'est de soutenir le moteur de la croissance en Israël. Je crois qu'il faut casser ce paradigme-là en disant que ce prix social aujourd'hui est trop élevé et que ça suffit, cette façon de considérer comme acquis que nous avons plus de 2 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en Israël. La deuxième chose, c'est une formation du leadership politique. Il faut que le leadership politique s'empare de la question de la pauvreté et comprenne, je dirais à l'identique de la population israélienne, que c'est un sujet qui doit être adressé en première priorité. Et ça, on a encore du travail à faire. La troisième chose, c'est sans doute les réponses à apporter à cette solution, c'est-à-dire que l'État qui déciderait d'adresser de façon forte et impactante la question de la pauvreté devrait trouver une série de solutions à mettre en place. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui à l'organisation La Tête, puisque nous avons mis en place un comité qui est dans la droite ligne de ce qu'avait fait le chairman de la commission des affaires sociales de la Knesset, le député Eli Elalouf, qui est de constituer une liste de 20 à 30 solutions, 20 à 30 mesures à prendre pour l'État pour impacter significativement la question de la pauvreté. C'est quelque chose auquel nous nous sommes attelés, qui devrait se terminer dans les semaines qui viennent, afin qu'à partir du moment où il y a une vraie volonté politique et les financements et les investissements en face, eh bien l'État puisse choisir un panier de mesures à mettre en place immédiatement pour pouvoir descendre de ces niveaux qui sont inacceptables et qui font d'Israël le deuxième pays, le plus pauvre de l'OCDE après le Costa Rica, et le pays le plus pauvre en termes de pourcentage d'enfants pauvres au sein de l'OCDE. C'est inacceptable au sein dans le projet Israël, dans le projet sionisme, d'avoir un tel niveau de pauvreté. Alors je vais vous poser une question peut-être dure, mais ne la prenez pas mal. Est-ce que finalement, ce n'est pas vous, à la présidence de La Tête, et les organisations d'entraide sociale qui sont d'une certaine manière responsables de la démobilisation du gouvernement? Parce que finalement, si un jour vous mettiez la clé sous la porte, eh bien le gouvernement serait peut-être obligé de prendre en charge ce dossier et de déplacer des budgets conséquents pour venir en aide à la population défavorisée. Bien Daniel, ça fait longtemps que vous ne m'aviez pas posé cette question. Et ma réponse est toujours la même. Nous sommes une goutte d'eau dans un océan. Si vous prenez l'ensemble de l'action du secteur philanthropique par rapport à la question de l'insécurité alimentaire, eh bien, on adresse à peu près, je dirais, 15% du problème. Sur les 67 000 familles que je citais tout à l'heure, on est capable, l'ensemble du secteur associatif, on va dire, d'en adresser 200 000 dans une version optimiste de ce qu'on fait. Alors bien sûr que nous, on rêve de mettre la clé sous la porte pour pouvoir faire autre chose et arrêter de travailler, de s'acharner sur un des sujets les plus difficiles de la société israélienne.
Mais tant que notre devoir inclut un devoir d'alerte, et c'est ce que nous faisons avec le rapport alternatif sur la pauvreté notamment, c'est ce que je suis en train de faire en discutant avec vous et avec vos auditeurs, tant que ce devoir d'alerte représente une partie importante de notre travail, d'interpeller les politiques et de leur proposer des voies d'action, eh bien je pense que nous sommes au bon endroit et que au bout du compte, on arrivera à faire bouger les choses. On l'a fait dans certains domaines, bien évidemment pas suffisamment, le combat est encore long, mais on s'arrêtera pas jusqu'au moment où il y aura une vraie volonté de l'État de s'investir. Ce devoir d'alerte, de militantisme, d'implication, de responsabilité, c'est le mot-clé, je pense. On peut pas dire ce n'est pas chez nous, ce n'est pas entre les mains des citoyens, ce n'est qu'entre les mains du gouvernement. Je pense que c'est une phrase qui ne tient pas aujourd'hui dans la société israélienne. On comprend tous que la société civile a un rôle à jouer et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec La Tête et nous le faisons depuis plus de 30 ans. Et nous le faisons aussi avec vous, Daniel, au travers de cette interview. Et vous n'avez pas l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, de voir que, par exemple, aujourd'hui, face aux défis de l'État d'Israël, le défi sécuritaire, les défis diplomatiques, les défis les défis économiques, eh bien, on va dire, le dossier de la pauvreté, il ne parvient jamais à se placer, on va dire, en tête des priorités de l'État d'Israël. Alors ça dépend, si on regarde les 25 dernières années, ça dépend des moments. Il y a eu des moments où la pauvreté était extrêmement élevée dans l'agenda public israélien. C'était le moment notamment en 2011 des grandes manifestations sur le coût de la vie. Oui. Je crois que effectivement l'attention du citoyen israélien ou du leadership israélien, il y a un espace de concurrence extrêmement forte. Effectivement, le nombre de sujets auxquels vous avez que vous avez à traiter quand vous êtes aux commandes de ce pays, elles sont, je dirais pas qu'elles sont sans fin, mais elles sont extrêmement larges. Notre point de vue, c'est de dire que cette question de la pauvreté, elle menace significativement la cohésion sociale. Et qu'on a vu que sans cohésion sociale, il n'y a pas de futur pour ce pays. On a vu la cohésion sociale fonctionner au lendemain du 7 octobre quand des milliers et des milliers d'initiatives individuelles ont été portées par des millions de personnes en Israël. Sans ces initiatives-là, eh bien, je suis pas sûr que le pays aurait réussi à se relever du 7 octobre. Donc on a vu combien c'est important la cohésion et la responsabilité mutuelle. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle, de la pauvreté et deuxièmement, de l'engagement d'organisations comme La Tête. Il y a un enjeu extrêmement fort. Pour moi, il est existentiel. Je pense qu'au bout du compte, nous arriverons à cette reconnaissance, puisque il y a un moment où ça va casser. On peut pas continuer à augmenter ce chiffre-là sans que rien ne se passe. Donc, le rapport du Bitoire Leumi est un signal d'alarme. J'ai l'impression cette année qu'il a été un peu plus entendu que ces dernières années. Effectivement, dans l'espace médiatique, en dehors de la guerre, il n'y avait aucun espace pour parler de quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans une espèce de retour à la normale, eh bien la question de la pauvreté refait surface, tout simplement parce que nous n'avons pas le choix de mener également cette guerre-là, après la guerre militaire, eh bien cette guerre sociale que nous devons absolument réussir. Eh bien, on ne peut qu'adhérer à vos espérances, à vos espoirs en tout cas. Merci beaucoup Gilles Darmon, président et fondateur de La Tête, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier brûlant, dossier douloureux que l'on ne parvient pas à résoudre malheureusement dans la réalité israélienne. Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous Daniel. Les manchettes des quotidiens israéliens de ce dimanche matin reflètent précisément le paradoxe de la situation actuelle en Iran. Oui, effectivement, le Israël Hayom titre en manchette ce matin. On parle de négociations, mais on se prépare au combat. Et le Yediot Aharonot annonce en manchette les négociations et les menaces, avec comme photo d'illustration le pont du porte-avions Lincoln au cours des derniers jours. Et les deux journaux reviennent sur la série d'explosions mystérieuses recensées hier qui aurait fait 6 morts, ainsi que sur les propos d'un des responsables iraniens qui a affirmé que les négociations avec les Américains progressaient. Selon le Yediot Aharonot, le médiateur dans les pourparlers serait la Turquie. Le Israël Hayom lui souligne en sous-titre que les Américains continuent à déployer d'importantes forces dans le Golfe Persique et l'estimation israélienne selon laquelle Donald Trump est déterminé à lancer une vaste opération militaire mais veut prendre son temps pour acheminer plus de forces encore dans la région. Le journal montre une photo des destructions enregistrées hier sur un site.
Qu'écrivent les éditorialistes israéliens dans le Israël Hayom, Daniel? Eh bien, nous allons commencer par Yoav Limor, qui est l'expert sécuritaire du journal, qui confirme que derrière les négociations entre Iraniens et Américains, il y a la volonté de Donald Trump de frapper fort le régime iranien. Et selon lui, ces frappes seront étroitement coordonnées avec l'État d'Israël. Le dilemme de Trump, écrit Yoav Limor, à quel moment il devra attaquer. Beni Sabti, l'expert numéro 1 du dossier iranien, écrit ce matin, toujours dans le Israël Hayom, que plus le régime iranien s'affaiblira, plus la probabilité d'une trahison interne augmentera. Et cela pourrait faciliter les affaires des Américains. Et pour illustrer son analyse, une photo, celle de l'ayatollah Khamenei, se recueillant sur la tombe de l'ayatollah Khomeini, le père de la révolution iranienne. Quant à Dani Citronovitz, eh bien, il affirme que l'Europe a les moyens d'infliger un knockout, un KO aux Iraniens, démolir les infrastructures d'influence que les Iraniens ont déployées en 40 années de régime sur le vieux continent. Puis dans le Yediot Aharonot, Sever Plutker explique que le peuple iranien ne supporte plus la crise économique dans laquelle se débat le pays. Oui, Sever Plutker, c'est en fait le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot et il cite dans son analyse de ce matin un expert du dossier économique iranien qui affirme que le régime actuel va de plus en plus ressembler à celui de la Corée du Nord et sa constatation est saisissante. 3 générations d'Iraniens ont payé le prix de la folie islamiste et de la course au nucléaire du régime des Mollahs. Et aujourd'hui, ces 3 générations clament « Nous ne voulons pas laisser cela à nos enfants ». On passe au Maariv. Le Maariv, lui, nous parle en page d'ouverture de son site d'information d'un autre front, celui du Sud-Liban. Et oui, et le Maariv nous annonce que l'armée israélienne est prête à frapper un puissant coup au Sud-Liban et ce coup pourrait intervenir si les Iraniens devaient donner l'ordre au Hezbollah d'attaquer Israël en cas d'une opération militaire américaine contre le régime de Téhéran. Côté israélien, on a lancé un sévère avertissement au mouvement chiite. Attention, ne vous avisez pas de nous attaquer. Et parallèlement, on se prépare à empêcher donc le Hezbollah de tirer ses missiles en direction du territoire israélien. Et puis en retrait par rapport à la situation en Iran, les quotidiens mentionnent aussi ce matin les enjeux dans la bande de Gaza. Oui, le Israël Hayom résume la situation ainsi. La réouverture du poste de Rafah sans le désarmement du Hamas sera l'examen de passage de l'État d'Israël. Et Shahar Kleinman révèle qu'il y a actuellement une crise ouverte au sein de la direction du Hamas entre ceux qui seraient favorables à un désarmement et ceux qui sont farouchement opposés donc au sein de la direction du Hamas. Tzvi Haozer, toujours dans le Israël Hayom, explique que dans son analyse comment il ne reste plus que 3 des 5 principes que Binyamin Netanyahou avait énoncés ou s'était fixés pour mettre fin à la guerre. Les 2 derniers auxquels apparemment Netanyahou a renoncé sont le contrôle sécuritaire de toute la bande de Gaza et l'instauration d'un pouvoir qui ne soit ni Hamas ni autorité palestinienne dans cette bande de Gaza. Dans le Yediot Aharonot, le docteur Michael Milstein constate également ce fossé entre les objectifs fixés par le gouvernement et la réalité sur le terrain. Et selon lui, ce fossé est très visible alors que le Hamas se renforce dans la partie de la bande de Gaza qui est sous son contrôle. Les projets de reprendre le combat s'éloignent. Selon le docteur Milstein, la réouverture du poste de Rafah sans le désarmement du Hamas doit alerter les Israéliens et leur faire comprendre que contrairement aux affirmations de Trump, personne n'a vraiment l'intention d'ouvrir les portes de l'enfer dans la bande de Gaza. Toujours dans le Yediot Aharonot, cette fois dans le Yediot Aharonot, Shimon Shifer saisit son occasion hebdomadaire pour fustiger Binyamin Netanyahou. Non, écrit-il, la boucle n'est pas bouclée comme vous le prétendez. Le Hamas est resté le facteur dominant dans la bande de Gaza et des milliers de camions d'aide humanitaire pénètrent dans Gaza et renforcent ainsi le pouvoir du Hamas. Est-ce là la victoire totale que vous nous aviez promis, se demande Shifer en oubliant apparemment que tous les otages sont rentrés à la maison. Quant à Ben-Dror Yemeni, il déplore ce qu'il appelle le but contre son camp que le porte-parole de Tsahal a marqué à propos des données sur le nombre de morts dans Gaza durant la guerre. Oui, il parle en particulier d'un officier de Tsahal qui n'est pas obligatoirement lié au porte-parole de Tsahal, qui a affirmé que les données fournies par le ministère de la Santé du Hamas sur 70 000 tués gazaouis étaient probablement exactes. Et bien évidemment, les grands médias internationaux comme BBC, CNN et le Times londonien se sont empressés de répercuter cette déclaration sans rappeler que c'est le Hamas qui est le seul et unique responsable de la mort de chaque Gazaoui depuis le 7 octobre dernier. Le Hamas qui a déclenché la guerre. Une petite vérification a permis de constater que l'officier de Tsahal qui avait tenu ses propos n'était pas habilité à le faire et qu'il a causé un tort immense à l'État d'Israël.
Le Israël nous propose une projection sur la société israélienne en 2050 dans près d'un quart de siècle. Oui, et c'est le dernier titre de cette revue de la presse israélienne. Il s'agit d'une analyse réalisée par Yaakov Hershkovitz sur la base de données fournies par l'Institut israélien de démocratie. Selon ces données, en 2050, 40% de la population israélienne sera orthodoxe, alors qu'aujourd'hui, cette communauté représente 23% de la population. Selon les projections, le pourcentage de détenteurs du baccalauréat israélien passera de 71% à 61%, mais en même temps, on assistera, selon lui, à une augmentation en flèche de l'étude des matières profanes de base, à savoir entre autres les mathématiques et l'anglais, dans le monde orthodoxe. La conclusion du rapport est que sans l'étude de ces matières dans les écoles orthodoxes, l'augmentation massive de la population charédite portera atteinte à la sécurité et à l'économie de l'État d'Israël. Mais les experts du monde orthodoxe se montrent rassurants. Ils admettent qu'au cours des 25 prochaines années, on assistera à une sortie du monde haredi, au moins d'une partie des murailles actuelles du ghetto qu'il s'est imposé. Nous avons le plaisir d'être en ligne, non, n'êtes pas en ligne, avec ici dans ce studio avec Stéphane Amar. Stéphane, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci de vous être déplacé dans notre studio ce matin pour parler d'un sujet qui est véritablement au cœur de l'actualité brûlante de l'État d'Israël. Le secteur arabe israélien, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais finalement c'est incontournable. D'abord parce qu'il y a eu une grande manifestation hier qui s'est tenue à Tel Aviv avec des milliers de personnes, juifs et arabes, qui ont manifesté contre, on va dire, la résurgence de la délinquance dans le secteur arabe israélien. Les données sont effrayantes. Depuis le début de l'année 2026, il y a 27 tués dans le secteur arabe israélien, quasiment un tué par jour. Et c'est absolument effrayant. Dans la seconde partie de notre entretien, on parlera également de l'aspect politique, on va dire, avec la décision des partis politiques arabes israéliens de se réunir en perspective des prochaines élections. Alors d'abord, est-ce qu'on vous a posé la question plusieurs fois, qu'est-ce qui explique, on va dire, cette résurgence, mais qu'est-ce qui fait surtout le fait que ça va de pire en pire? C'est-à-dire là, en ce moment, c'est incontrôlable. Il y a des assassinats tous les jours. Bon, la plupart de ces assassinats sont liés au trafic de drogue ou au crime organisé. C'est un phénomène qui est assez semblable à celui qu'on peut observer en France, par exemple dans des villes comme Marseille ou dans la banlieue parisienne. C'est-à-dire qu'il y a des véritables mafias qui se mettent en place, nourries par ce trafic de drogue. Et il y a des rivalités entre les mafias. Souvent d'ailleurs, ça recoupe des familles, des clans familiaux parmi les Arabes israéliens. Et donc il y a bien des assassinats. Des règlements de compte. Des règlements de compte, absolument. Sans cesse. Et plus il y a d'argent, plus il y a d'enjeux, plus il y a de violence. Et d'ailleurs, comme en France, ça pose une question extrêmement importante, c'est la question des consommateurs. C'est-à-dire que cela indique qu'il y a de plus en plus de consommateurs de drogue en Israël, notamment dans la jeunesse israélienne, bien sûr pas seulement la jeunesse arabe, la jeunesse juive. Et ça alimente ce trafic et donc ça alimente cette violence. Alors, ce que l'on a vu hier dans cette manifestation, qui, il faut bien l'avouer, ressemblait à certaines des manifestations de l'opposition contre le gouvernement, c'était bien entendu des attaques contre le gouvernement, en particulier contre le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Ces attaques, elles sont, à votre avis, justifiées? Alors, au niveau de Ben-Gvir, oui, parce que... On dit que la police n'est pas présente. En tout cas, c'était une de ses promesses à Itamar Ben-Gvir quand il est arrivé au ministère de la Sécurité. C'était de quelque part mettre de l'ordre dans le secteur arabe israélien. Et d'ailleurs, encore tout récemment, dans un village bédouin, il a fait des démonstrations de force, il s'y rend lui-même, il dit que l'ordre va être rétabli, et on voit bien qu'il n'y arrive pas, donc il y a une véritable impuissance des pouvoirs publics. Ça, de ce point de vue-là, oui, il est tout à fait légitime de la dénoncer. Pourquoi cet échec? Bien parce que, je le disais, il y a ce trafic de drogue qui, quelque part, représente tellement d'enjeux financiers que eh bien, les gens sont prêts à prendre des risques, sont prêts même à risquer leur vie. Et il y a également un fonctionnement propre au secteur arabe israélien, une forme d'autonomisation qui fait que la police a du mal à pénétrer les réseaux. Oui, on parle de territoire perdu de la République. Il y a un côté comme ça, absolument. Il y a eu, parce que on dit que c'est un phénomène nouveau, mais en vérité c'est un phénomène qui dure depuis maintenant plus d'une décennie au moins, parce que je me souviens avoir réalisé il y a une dizaine d'années un reportage sur un recrutement massif de policiers arabes dans la police israélienne pour justement essayer d'avoir des agents qui connaissent la langue, qui connaissent les familles, qui connaissent les structures et qui puissent pénétrer
pénétrer plus facilement dans ces réseaux-là. Et alors ça Et n'existe visiblement, pas. ça n'a pas porté ses fruits. Il y a beaucoup de policiers arabes dans la police, notamment dans le Nord. Il y a même des chefs, des grands chefs de la police qui sont des Arabes, mais ils n'arrivent pas à briser, encore une fois, à la fois ce mur du trafic de drogue, mais aussi ces clans, ces fameuses ramoulottes qui font bloc et qui souvent rechignent à collaborer avec la police, à donner des renseignements, etc. Ce qui explique cet échec. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des notables ? Alors, peut-être des notables régionaux ou alors des députés arabes israéliens une volonté de se laver les mains de leur responsabilité dans ce qui est en train de se passer et de rejeter plus facilement la responsabilité sur le gouvernement. Oui, bon, ça c'est un vieux réflexe de la communauté arabe israélienne au niveau de ses députés, effectivement, c'est de ne jamais se mettre en cause, de ne jamais dire effectivement il faut qu'on se retrousse les manches, ce qui n'est pas le cas souvent des gens de terrain. Les gens de terrain ont beaucoup plus, parce que justement, les élus locaux sont confrontés à une réalité, donc ils ont plus vocation, ils sont plus aptes à lutter contre ces problèmes et à coopérer avec les autorités de l'État en général. Alors oui, c'est sûr, parce qu'on va en parler, il y a des enjeux politiques, donc il y a une instrumentalisation de cette violence. Cela dit, ça pose un vrai problème, mais il faut savoir que ce n'est pas une situation qui est sans issue. Par exemple, dans la ville de Nazareth, qui est aussi régulièrement touchée, très frappée par ces problèmes-là, il y a des gens qui réagissent, il y a des gens qui prennent le problème à bras-le-corps, et on assiste quand même, par exemple, à Nazareth, à une certaine renaissance de la ville, à une baisse de la violence, parce qu'il y a eu une prise en compte de ça, une prise de conscience des habitants de la ville contre ce phénomène. Alors, il y a une question qu'on a peut-être toujours un peu de réticence à poser. On a peut-être peur d'être taxé de racisme, mais c'est de savoir est-ce que véritablement il y a une culture du crime, de ce type de crime, de ces règlements de compte. On sait qu'il y avait par exemple les crimes d'honneur, mais là, c'est pas véritablement la majorité. Non, il y a une culture clanique, ça c'est certain, qui n'existe pas dans le reste de la société israélienne. Il y a cette idée que la famille passe avant tout, et que donc pour protéger des gens de la famille, fussent-ils délinquants, on ne collaborera pas avec la police. Il y a aussi des vieilles haines, ça peut rappeler par exemple le contexte corse, des vieilles haines ancestrales entre les familles, des vendettas qui continuent de s'opérer de génération en génération et qui expliquent aussi cette violence. Il est sûr, sans essentialiser, comme on dit, qu'il y a un fonctionnement propre à la communauté arabe en Israël qui explique une grande partie de cette violence. Alors, d'un côté, vous me parlez de confrontation tribale, mais de l'autre côté, eh bien, sur le plan politique, on voit que les partis politiques arabes israéliens parviennent à s'unir, à trouver un dénominateur commun pour aller ensemble aux prochaines élections. Comment on explique d'abord ce paradoxe ? Bon, alors d'abord, ça aussi, ça a déjà été le cas, je crois. Vous avez mieux que moi les dates, mais je crois qu'en 2015, il y avait une liste arabe unie qui avait réussi, je crois, à avoir 15 députés. C'était quand même considérable, mais encore une fois, qui était au niveau de l'étiage de ce qu'elle représente dans la population, même un petit peu en dessous, puisque la population arabe israélienne, c'est 2 millions d'habitants, c'est à peu près 20% de la population de l'État. Donc ramené à la Knesset, il devrait y avoir 24 députés si tous les Arabes votaient pour les listes arabes, ce qui n'est pas le cas. Alors c'est sûr que dans un contexte de dispersion, il y a encore moins de députés parce qu'il y a des voix qui se perdent. Mais là, on parle par exemple de 15 à 17 députés arabes israéliens, alors qu'il n'y en a que 10 aujourd'hui à la Knesset. Oui, mais les 15, c'est ce qu'il y avait eu en 2015. C'est quand les listes sont unies, il n'y a pas de déperdition de voix. C'est tout à fait naturel, c'est mécanique. Il y a une union qui se fait, mais encore une fois, on est en dessous de la proportion de ce que représentent les Arabes israéliens. Maintenant, reste à voir quel rôle ils pourront jouer, parce que jamais, et même quand il y a eu cette liste unie, les Arabes n'ont participé au gouvernement, à l'exception du gouvernement Bennett, où c'est une liste à part. À l'époque, les Arabes étaient partis en ordre dispersé, une liste islamiste qui a accepté de siéger dans le gouvernement Bennett, c'était une première. Donc on le voit généralement, même si là, il y a une véritable tentative, on l'a vu hier soir, de la gauche israélienne de faire front commun avec les Arabes et peut-être... Il y a une forme de récupération, peut-être, de dire c'est certain. En disant, sans les Arabes israéliens, on ne parviendra pas à revenir au pouvoir. Oui, parce que c'est ce que montrent les chiffres. Il est évident que pour avoir une majorité de 61, la gauche doit s'unir avec les partis arabes, ce qui est très compliqué parce qu'il faut former une plateforme commune. Alors c'était possible avec des partis comme Ra'am, le parti islamiste, parce qu'il n'a, peut-être paradoxalement, mais en tout cas, il n'y a pas véritablement de revendication nationaliste.
Il avait pris ses distances avec le projet national palestinien et c'était vraiment une première extrêmement importante. Il avait même reconnu le caractère juif de l'État d'Israël. Ce que refusent de faire les autres députés arabes qui appartiennent à des partis qui sont plus ancrés à gauche ou alors du parti Balad, qui est un parti ouvertement nationaliste et pro-palestinien. Donc on voit mal comment une plateforme commune pourrait s'élaborer avec des partis sionistes. C'est tout l'enjeu pour la gauche israélienne. Alors les experts disent qu'en fait c'est une union technique qui permettra de rapporter plus de voix de mandats aux Arabes israéliens, mais après ils pourront chacun vaquer à leurs occupations et à se dissocier. Oui, ça se fait aussi dans des partis de droite, ça s'est fait avec Likoud, Beitenu, enfin, c'est des montages, je dirais, qui sont propres à la démocratie israélienne, qui pour, je dirais, atténuer un peu les effets de la proportionnelle intégrale, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de projet alternatif dans ces partis-là, il n'y a pas de volonté de renverser l'État d'Israël, il n'y a pas de volonté de changer la nature de l'État d'Israël, même si encore une fois c'est exprimé par beaucoup de députés, c'est sûr que ça ne peut pas être réalisé, en tout cas avec ce nombre de voix et cette division aussi qu'il y a à l'intérieur même du monde politique arabe-israélien. La gauche israélienne, vous pensez qu'elle est capable, en tout cas la gauche, peut-être même le centre, d'appeler à la rescousse, on va dire, l'ensemble des partis arabes pour arriver à 61 députés? Oui, parce que Naftali Bennett l'a fait en 2021. Il l'a fait avec Raham. Il l'a fait avec Raham, donc je ne vois pas de position de principe. Et je ne trouve pas que ce soit particulièrement malsain pour la démocratie israélienne, parce que ce sont des citoyens de l'État d'Israël. Ils participent pleinement à la vie de l'État d'Israël au niveau socio-économique. Ce sont des médecins, des pharmaciens, des Ils ne font pas l'armée. Ils ne font pas l'armée. Une partie quand même. Parce que si d'un côté le problème avec les orthodoxes est de dire on va les sanctionner, il ne faut pas qu'ils participent dans un gouvernement de droite parce que ils ne font pas l'armée, c'est le problème aujourd'hui à brûlant. Pourquoi ne pas exiger la même chose du côté des Arabes israéliens? Je m'étonne toujours qu'on ne pose pas le problème avec les Arabes israéliens, parce qu'effectivement, ils devraient faire l'armée. Une bonne partie des Arabes chrétiens la font, l'armée. Une bonne partie aussi des Bédouins musulmans la font. Les Arabes d'origine sédentaire ne la font pas, dans leur grande majorité, même s'il y a quelques exceptions. En revanche, c'est assez intéressant à noter, il y a beaucoup plus de filles arabes qui font le Shirut Leumi que de filles du milieu orthodoxe haredi. Ah bon, le Shirut Leumi, c'est inscrit dans la Absolument, il y a dans les organisations de Shirut Leumi en Israël des sections arabes. Il y a des jeunes filles orthodoxes, religieuses. Absolument, en tout cas des jeunes filles arabes qui vont dans les hôpitaux, qui vont dans les associations, dans les écoles, souvent des écoles arabes parce qu'elles parlent la langue, enfin en tout cas qui donnent de leur temps au service de la nation. Alors on est après 2 années de guerre, on avait le sentiment, effectivement, on en a parlé ensemble, que les Arabes israéliens avaient été très modérés dans leur réaction par rapport au massacre du Hamas. Mais est-ce que d'une certaine manière, paradoxalement, c'est-à-dire ça n'a pas freiné, on va dire, d'une certaine manière, une partie des Israéliens à dire, après ce qui s'est passé le 7 octobre, et d'ailleurs je vois même des commentaires qui disent que le prochain 7 octobre viendra des Arabes israéliens. C'est peut-être des commentaires assez radicaux, mais il y a cette atmosphère de dire aujourd'hui, non, les Arabes israéliens ne peuvent pas participer à un gouvernement après ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est sûr que ça n'a pas, je dirais, amélioré, enfin en tout cas donné confiance à la majorité juive. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a créé un véritable traumatisme qu'il est difficile de surmonter. Ce qu'on peut constater par rapport aux Arabes, c'est qu'effectivement, ils n'ont participé, si je ne me trompe, à aucun acte nationaliste après le 7 octobre. Ils n'ont pas du tout embrayé sur le Hamas. Au contraire, ils ont même manifesté, en tout cas dans les sondages, leur désaveu. Si on regarde tous les Arabes du monde, les Arabes de France, les Arabes des États-Unis, etc., les Arabes israéliens sont ceux qui désavouent le plus le 7 octobre, très nettement. Il y a, par exemple, les taux d'adhésion à ce qui s'est passé le 7 octobre chez les Arabes de France, ça peut être entre 80 et 90%. Ici, c'est à peine 30%. Donc, il y a, je pense, vraiment un désaveu. Maintenant, effectivement, ce n'est pas passé encore au stade du discours, de la conceptualisation. Et donc, il n'y a pas un discours chez les Arabes israéliens qui pourrait être de nature à rassurer, je dirais, la majorité juive et à vouloir que l'intégration dépasse le niveau socio-économique et aille jusqu'au niveau politique. Il n'y a pas eu ces derniers temps plus d'Arabes israéliens qui ont été fichés d'une certaine manière avec Daesh, alors que ça n'avait pas été... Alors ça existe, mais ça reste d'abord dans les années 2015. Ça concerne d'abord souvent des Arabes de Jérusalem-Est qui ont un statut particulier, qui ne sont pas réellement citoyens de l'État d'Israël. Et ensuite, ça reste tout de même extrêmement marginal.
Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup d'être venu dans notre studio pour nous parler de ce sujet qui est à la fois douloureux et passionnant, des Arabes israéliennes, leur représentativité dans la société israélienne et puis surtout de ce fléau de la délinquance dans le secteur arabe israélien. La vie de Ronnie Essence dépasse la fiction. On croirait un scénario de film et pourtant tout est vrai. Né dans une famille juive modeste de Téhéran, il apprend très vite le sens du labeur et du don de soi. Dès l'âge de 13 ans, il travaille avec son frère Freddy dans le petit magasin de laine de leur père, où il ne pense qu'à une chose, quitter l'Iran. Freddy est appelé sous les drapeaux des gardiens de la Révolution, mais il a juré, il ne sera pas soldat pour ses bourreaux. Alors il fuit, il traverse le désert à pied, au péril de sa vie, rejoint le Pakistan et arrive enfin en Israël, où il vit depuis. Quant à Ronnie, son petit frère, lui, décide de rester. Il fait un choix dangereux, certes, mais stratégique. Pourquoi stratégique ? Eh bien, tout simplement parce qu'en Iran, la condition indispensable pour obtenir un passeport est d'accomplir son service militaire. Alors, grâce à son nom de famille, qui est aussi porté par des non-juifs, il trompe la hiérarchie militaire, cache sa judaïté et intègre l'armée. Repéré pour son intelligence et sa rigueur, on le recrute pour travailler au tribunal en tant qu'assistant du ministre de la Justice. Rien que ça. Il a à peine 20 ans et il se retrouve plongé au cœur même de l'appareil répressif du régime. Pendant 3 ans, il va avoir accès aux dossiers les plus sensibles du pays et systématiquement, il réussira à alléger les peines des Juifs en difficulté. Il aide les familles juives écrasées par la peur et les dettes. Il négociera des cautions et bien sûr, il fera disparaître des dizaines de documents compromettants. Si on l'avait découvert, on l'aurait pendu. Il le sait, mais il continue. À 23 ans, finalement, il quitte l'armée et décide de rester en Iran pour faire des affaires. Par hasard, il apprend qu'on le recherche. Il est sûr d'avoir été découvert et sans réfléchir, avec sa femme et sa fille, il quitte sur le champ l'Iran pour Israël. Ils arrivent en Israël sans rien, mais vivants. Commence alors un nouveau chapitre de sa vie. Son frère Freddy, installé depuis 10 ans dans le pays et qui a ouvert un magasin de chaussures, facilitera leur atterrissage. Le 15 mètres carrés à Ashdod et l'Hébreu qui a du mal à rentrer seront bientôt de lointains souvenirs. Et pour cause, d'un magasin de chaussures, il y en aura 2, puis 3, puis 10, puis 100 aujourd'hui. Avec plus de 1000 employés, ils sont à la tête de la marque Scoop. Une fantastique réussite israélienne. Mais celui qu'on appelait le juif du tribunal n'a pas oublié sa mission de vie. Entre 2 rendez-vous et depuis 2021, il est bénévole à la Hevra Kadisha de Savion et aussi chez Zaka. Il accompagne les morts, il soutient les vivants. Là-bas, dit-il, tout disparaît. L'argent, le pouvoir, le statut. Il ne reste qu'un homme face à un autre homme. Même au milieu d'une transaction de plusieurs millions, un appel pour un enterrement reste toujours sa priorité. Sans parler de son action depuis le 7 octobre avec ces enterrements impossibles qui l'ont profondément touché, tout comme d'ailleurs la situation dans le pays qu'il a vu naître. Il connaît le régime des barbus sanguinaires de l'intérieur. Pour lui, les manifestations seules ne suffiront pas. Sans soutien clair des Américains, d'un leader capable de rassembler un peuple épuisé, le régime restera en place. C'est donc une pensée lucide à prendre au sérieux car c'est celle d'un héros et n'est pas un héros qui veut. Le grand rabbin Moshe Levin, rabbin du Rassi et directeur général du Conseil des rabbins européens qui s'est tenu à Jérusalem ces derniers jours. On va parler avec lui justement de ce qui s'est dit au cours de ce Conseil des rabbins européens et puis d'une visite d'une partie des rabbins au tombeau des rois à Jérusalem. Moshe, bonjour, Boker Tov. Boker, merci, mon cher Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors justement, pour faire un bilan de ce Conseil des rabbins européens, de quoi avez-vous parlé en particulier ? On a parlé de beaucoup de choses, sachant que le congrès qui était en plénière, c'est-à-dire avec plus de 300 rabbins, est un congrès qui a lieu tous les 2 ans. Il a été reporté plusieurs fois entre le Covid
Et puis également, il a été reporté, il avait été initialement programmé non pas à Jérusalem, mais à Bakou en Azerbaïdjan. Et pour des raisons de sécurité, il a été annulé 5 jours avant la tenue de cette conférence. Et donc c'était un moment où tout le monde pouvait se retrouver. Et puis, quoi de mieux que Jérusalem pour se retrouver? Et puis, le congrès a eu lieu en très grande partie au Kotel, dans les souterrains aménagés. Et c'était formidable de pouvoir échanger, puisque aujourd'hui les rabbins font face à des défis similaires dans des pays différents, que ce soit des questions d'antisémitisme, que ce soit des questions d'abattage rituel, de Brit Mila, ce qui est toujours intéressant d'échanger, de voir comment chacun lutte et d'essayer de coordonner, ce qui est un peu le rôle de la conférence des rabbins européens, de coordonner pour qu'il y ait une action qui soit solide. Lorsque un pays est menacé pour la Shrita, il n'a pas toujours les moyens de faire face en termes d'avocats, en termes de conseils, en termes de stratégie. Et lorsqu'on est unis et ce qui est le cas, eh bien, c'était très intéressant. On a eu également des intervenants de très grande qualité. On a eu des cours de Torah. On a voulu profiter que ce soit le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Hebron, Rav Farbstein. On a eu le Rav Reuven Elbaz, des sommités qui sont venus. Bien sûr, les 2 grands rabbins d'Israël, Rav Kalman Bar et puis Rav David Yosef. Et puis, on a eu une qualité assez incroyable. On a alors le comité, ce qu'on appelle le standing committee, le comité qu'on peut appeler le comité directeur, oui, qui a eu lieu déjà depuis dimanche. Donc c'était dimanche, lundi, mardi, mercredi. Alors il y a eu aussi une visite pour le standing committee chez le président de l'État d'Israël, le président Herzog, et c'était d'ailleurs très touchant parce que il nous a reçus, on va dire 2 heures avant l'annonce de la libération du corps, plutôt de la reprise du corps que de la libération, puisque ce n'a pas été volontaire, de Ran Gvili. Et imaginons parler des conséquences de la guerre dans les pays européens et de savoir que 2 heures après, il devait enlever la pince jaune était quelque chose de particulièrement touchant. Donc on a eu des moments d'émotion, des moments d'étude, des moments d'échange. Et puis le rabbinat européen fonctionne beaucoup, c'est peut-être le Covid qui a donné, avec des cours en ligne, des formations, pas juste des cours, des formations diplômantes avec des certificats. On a fait récemment une formation sur la Hevra Kadisha, qui était au niveau européen, des rabbins français ou des personnes qui s'occupent de la Hevra Kadisha, comme Monsieur Benaïm, qui est le responsable de la Hevra Kadisha, qui a suivi cette formation, à qui on a remis les certificats. Et dans tous les domaines, dans énormément de domaines, il y a des dizaines de cours qui sont faits en ligne avec des personnes qu'il est plus facile de faire intervenir en ligne que de déplacer d'Israël, des États-Unis ou d'ailleurs. Et c'est un petit peu un plus qui a été apporté. Alors, vous parliez d'antisémitisme et on peut comprendre que c'est un des sujets les plus brûlants à l'ordre du jour du Conseil des rabbins européens. Ça coïncidait, votre conseil coïncidait avec la convention organisée par le ministère de la Diaspora et le ministre Amichai Shikli sur la lutte contre l'antisémitisme. Quels sont les apports, on va dire, nouveaux que vous avez pu apporter dans la discussion? Quelles sont les perspectives que les rabbins européens avancent pour essayer de lutter contre l'antisémitisme en Europe aujourd'hui? Bien, oui, vous faites bien de rappeler ce congrès auquel, bien sûr, nous ne sommes pas associés. Pour une raison très simple, c'est que les intérêts de l'État d'Israël ne sont pas forcément les intérêts des communautés juives françaises ou européennes. Je prends un exemple. Lorsque on salue la qualité et qu'on a des relations avec l'AfD,
je parle de l'Allemagne, parce que là, lorsque le ministre qui était l'organisateur, le ministre Chikli, organise un congrès en parlant de l'AfD positivement, pour nous c'est quelque chose d'impossible. On sait clairement que l'AfD, par tous et par les médias européens, est considérée comme néo-nazie. Donc les intérêts d'Israël sont peut-être différents, d'avoir des amis, des relations, des intérêts stratégiques, des intérêts économiques, des intérêts militaires. Pour nous, l'intérêt, c'est la protection de deux choses. C'est la communauté juive en termes d'antisémitisme et puis la protection des libertés religieuses. Donc la stratégie, la manière de coordonner les choses est différente, de savoir si oui ou non il faut avoir des relations avec certains musulmans ou autres, de savoir comment lutter de manière coordonnée, la coordination dans les différents pays. Tout cela, c'est des choses qui sont en dehors, qui sont analysées à l'aune de la communauté juive européenne et pas sur la vision stratégique d'Israël. Alors, une dernière question. Alors, vous avez été visité à l'issue de ce congrès, vous avez été visité le tombeau des rois à Jérusalem. Je ne sais pas s'il y avait, il me semblait que c'était une délégation du Conseil des rabbins européens qui s'est rendue sur place. Pourquoi c'était important pour vous d'aller sur ce tombeau des rois, qui est un site, on va dire, français, qui porte sur lequel flotte le drapeau français? Oui, alors ça n'était pas initialement prévu. C'est quelque chose qui s'est organisé de manière assez impromptue, puisque le consul général de France à Jérusalem, Nicolas Cassanedes, était venu partager un petit déjeuner avec nous, et nous étions dans un hôtel qui était à 200 mètres. De ce tombeau des rois. Et lors du petit déjeuner, on a discuté du tombeau des rois. Il nous a parlé des sommes énormes, 3 millions, qui ont été investis pour la restauration de ce site et j'en profite de dire, qui est désormais ouvert au public sur réservation. Il suffit de réserver sur le site du consulat et je vais ajouter, malgré les 3 millions dépensés par la France pour le restaurer, il est ouvert gratuitement. Le Grand Rabbin de France était intervenu, a suivi de très près ce dossier pour qu'il puisse être ouvert et surtout ouvert aussi gratuitement, ce qui n'est pas le cas de tous les monuments. Et donc, il est visitable avec une limite, un seuil limite, parce que, vous le savez, c'est un site particulier. C'est pas tout à fait le tombeau des rois. C'est plutôt, les archéologues attribuent cela à la reine Hélénie Amalka, la reine Hélène d'Adiabène, à l'époque du 1er siècle. Donc, c'est un site archéologique, historique. Je crois d'ailleurs que il y a un lien fort avec la France, puisque c'est les frères Pereire qui en avaient fait don à la France. Et c'est assez intéressant, parce que la France était vue comme la protectrice, entre guillemets, des lieux saints. Ils avaient mis pour la science et pour la fidélité des enfants d'Israël. Comme pour dire qu'ils n'avaient peut-être pas confiance envers les Ottomans pour la pérennité de ce site, et ils ont donné, les deux frères Pereire, qui étaient des banquiers, ont donné cela à la France. Et donc la France, comme elle a, je crois, 4 sites, mais ça c'est le seul site juif qui appartient à la France. Il y a la fameuse église Sainte-Anne, il est à Bougoche, etc. Et donc, on lui a posé la question si on pouvait le visiter, et immédiatement il a dit avec plaisir, et il nous a fait une petite visite avec cette petite délégation qui était des Français. Mais c'est vrai qu'il y avait le grand rabbin de Bruxelles qui était avec nous, mais c'est un concours de circonstances que cela a été organisé, et ça n'a pas été programmé initialement. Eh bien, monsieur le grand rabbin Moshe Levin, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, à la fin, à l'issue de ce congrès des rabbins européens qui s'est tenu donc à Jérusalem cette année de manière assez exceptionnelle et impressionnante. C'est important de le souligner, puisque vous le disiez. C'était la première fois d'ailleurs. Voilà, c'était la première fois d'ailleurs, effectivement. Avec les 70 ans de la conférence des rabbins européens. Eh bien voilà, c'était une très bonne occasion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de si bon matin. Passez une agréable journée. Shavua Tov, à bientôt. Et bonne fête de Tou Bishvat. Et bonne fête de Tou Bishvat, effectivement.